Que diriez-vous si je vous proposais de remonter le temps ? Ces images ont été tournées en 1896 par Auguste et Louis Lumière et constituent l'un des tout premiers films de l'histoire du cinéma. De courtes scènes de vie telles que celle-ci étaient la spécialité des frères Lumière, et même si un semblant de scénario était parfois utilisé, comme dans L'arroseur arrosé et son classique gag du tuyau d'arrosage, le cinéma des débuts ne consistait qu'à filmer la vie quotidienne. Mais aussitôt que la technique commença à être maîtrisée, les preneurs d'images se posèrent la question « Et si, au lieu de filmer des scènes de la vie courante, nous racontions des histoires ?» L'un de ses tout premiers aventuriers de l'image s'appelait Georges Méliès, et derrière une caméra, il fut le pionnier du cinéma fantastique. Son film iconique, Le Voyage dans la Lune de 1902, montre le savant Barbon-Fouilly lancer le projet d'envoyer 6 astronomes sur notre satellite au moyen d'un canon géant. Arrivé à la surface et après avoir été témoin d'une chute de neige sur la Lune, il rencontre les Sélénites, des êtres lunaires qu'il combat à coups de parapluie. Ça ne s'invente pas. Depuis, la science-fiction et le cinéma fantastique dans leur ensemble n'auront cessé d'évoluer, et je vous propose donc de retracer 65 années de cinéma entre 1950 et 2015, avec chaque année son film marquant, qu'il s'agisse d'horreur, de fantasy ou de science-fiction. Je vous souhaite la bienvenue sur The Box, et bienvenue dans Fantastic 65. Au début des années 50, le monde tentait encore de se redresser après une deuxième guerre mondiale qui aura été particulièrement dévastatrice. Les technologies, quant à elles, ne cessaient d'avancer et la télévision commençait son incroyable domination avec des millions de foyers équipés. L'industrie du cinéma réalisa évidemment que celle-ci pourrait se montrer une concurrente de taille et tenta alors de ramener les audiences dans les salles via de plus grands formats tels que le cinémascope, l'arrivée de la couleur dans les films ou encore l'utilisation de la 3D. Le cinéma fantastique, quant à lui, vécut son âge d'or durant les 50s. En effet, 5 ans plus tôt et pour la première fois, l'effroyable bombe atomique démontra sa puissance sur les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Instantanément, une sorte de paradoxe se créa autour de l'incident, qui inspira tout autant la peur qu'une certaine fascination. Et pour en rajouter encore à un climat déjà tendu, le communisme devint rapidement un sérieux problème auprès de nombreuses nations, qui décidèrent de le combattre dans ce qui deviendra très vite la guerre froide. Mais c'est un fait divers très particulier qui inspira la vague de films de série B qui déferlera à travers l'Amérique durant les années 50. En 1947, l'Américain Kenneth Arnold vole au-dessus de l'État de Washington lorsqu'il aperçoit des flashs de lumière à l'horizon. Il observa ces objets volants non identifiés durant plusieurs minutes et leur origine resta à jamais un mystère. Plus tard, il décrit ces ovnis comme étant en forme de croissant et leurs mouvements comme des soucoupes bondissant à la surface de l'eau. Il n'en fallut pas plus pour que ces propos soient déformés et donnent naissance aux iconiques Flying Saucers ou soucoupes volantes. Alors quelle que soit la part de vérité dans cette histoire, toujours est-il qu'elle s'enflamma à une vitesse folle et qu'en 1950 sortit un film sobrement nommé The Flying Saucers. Il deviendra le premier du genre et engendrera des centaines de copies, toutes plus farfelues les unes que les autres. Bref, tout cela pour dire que Destination Moon en est en fait très éloigné. Le film s'ouvre sur le test d'une fusée automatique censée orbiter la Lune, mais celle-ci subit une avarie mécanique et s'écrase peu de temps après le décollage. Il n'en faut pas plus pour que le mot sabotage soit évoqué et que le rôle d'auteur présumé ne tombe, vous l'aurez deviné, sur les espions russes. Ainsi est donc lancé le projet d'une nouvelle fusée, cette fois dans le secret le plus total et avec un but bien plus singulier, envoyer une petite équipe de volontaires sur la Lune via une fusée poussée par un réacteur atomique. Cette source atomique est légèrement mentionnée dans le film quand le gouvernement tente de saboter le projet, craignant qu'un accident ne se termine par une explosion nucléaire. Congreve! Stop! Come back here! Can't hear a word you say! Par contre, contrairement à énormément de films de l'époque, ici le sujet est simplement mentionné et le film reste vraiment concentré sur l'exploration spatiale et pas sur la menace que représente ce réacteur nucléaire. Pour un film datant de 19 ans avant le premier alunissage, il est quand même impressionnant de constater l'étendue des connaissances qu'avaient déjà les scientifiques de l'époque, alors qu'il faudrait encore 7 ans avant que le premier objet de l'histoire n'orbite la Terre. Aujourd'hui, on connaît évidemment tous les lois de l'espace, le vide, l'absence de son, l'absence de gravité, d'oxygène,
Mais le film explique tout ça de manière très simple à mesure que l'expédition avance. Doc, I'll never get used to this. I'll say this must weigh 500-600 pounds. On Earth it does. Gravity up here is about 1/6 as much. That means things weigh 1/6 as much. I know it, but I can't believe it. Je ne serais d'ailleurs pas étonné si ce film était responsable à lui tout seul d'une grande partie de l'intérêt et de la compréhension par le grand public de la conquête spatiale qui allait donc se dérouler tout au long des années 50 et 60 et vivre son apogée en 1969. Le New York Times écrit à l'époque lors de sa critique « Ce film fait plus penser à l'imagination de Jules Verne, et même si l'équipe du film nous a certifié que tout ce qui s'y passe a été approuvé par les plus hautes autorités scientifiques, de notre côté nous réservons notre opinion sur la vraisemblance d'un tel voyage. La preuve qu'il s'agissait bien là d'un véritable film de science-fiction, car même si un voyage vers la Lune nous semble plutôt commun aujourd'hui, il s'agissait uniquement d'un rêve pour le public de l'époque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fire! D'ailleurs, le soin apporté aux détails et aux conséquences d'un tel voyage est très impressionnant. Les pilotes sont écrasés dans leur siège par la force gravitationnelle lors du décollage, leur premier contact avec l'apesanteur les rend de tous malades, et lors du retour vers la Terre, le poids de leur fusée devient un facteur vital, trop de carburant ayant été utilisé lors de l'atterrissage en catastrophe. General, look! Whee! Sweeney, cut that out! What's the matter? I could do that back home, I'd be an acrobat. De mon point de vue, l'unique éventuel défaut du film est son manque d'action. Évidemment, il n'y a pas grand chose à faire dans une fusée lancée en ligne droite dans l'espace, mais le film possède tout de même son petit moment suspense quand l'un des astronautes perd pied lors d'une opération à l'extérieur du vaisseau et commence à s'éloigner de la fusée. Personnellement, j'ai deux passages préférés. Le premier, au début du film, quand les différents protagonistes essayent de convaincre une assemblée que oui, ce projet est réalisable et qu'il est surtout incroyablement important vu la situation politique entre les États-Unis et l'Union soviétique. We are not the only ones who know that the moon can be reached. We are not the only ones who are planning to go there. The race is on, and we'd better win it, because there is absolutely no way to stop an attack from outer space. The first country that can use the moon for the launching of missiles will control the Earth. That, gentlemen, is the most important military fact of this century. Et pour faire comprendre les lois de l'espace, autant à l'assemblée en question qu'aux spectateurs du film, il utilise un véritable petit dessin animé réalisé pour l'occasion, où le à l'époque très populaire Woody Woodpecker lui-même se retrouve embarqué dans une aventure spatiale. It'll never get off the ground. Now, let's pretend that umbrella of yours is a shotgun. Shoot it. Who pushed me? The gun, Woody. The charge not only fired out of the muzzle, it kicked back with equal force against the barrel. Ah, it wouldn't happen again in 100 times. Shoot it at the ground a few times in rapid succession and see what happens. Non seulement on comprend en moins de 5 minutes tous les enjeux du voyage de manière ludique, mais c'est en plus très bien intégré au film, ça ne fait absolument pas tâche par rapport au ton parfois plus sérieux. Cette petite séquence animée aura tellement fonctionné que la NASA elle-même l'utilisera après la sortie du film en tant qu'outil éducatif auprès du grand public. Ma deuxième séquence préférée est très différente et il s'agit de la fin du film. Lorsque la fusée arrive sur la Lune et que la manœuvre d'atterrissage débute, le pilote réalise qu'il va beaucoup trop vite et décide de brûler plus de carburant que prévu pour ralentir sa chute. Ça peut sembler être un petit détail, mais en fait ce moment aura une répercussion énorme plusieurs dizaines de minutes plus tard, une fois l'heure du retour arrivée. Car avec moins de carburant que prévu, il est désormais impossible de décoller et d'atteindre la vitesse de vol prévue à la base. La fusée est trop lourde et il faut se débarrasser du maximum de poids superflu.
C'est une excellente séquence bourrée de suspense et de tension entre la prouesse scientifique et le drame humain, surtout au moment où, après avoir débarrassé la fusée d'absolument tout ce qu'il aurait été possible de jeter, allant même jusqu'à scier les barreaux des échelles, l'équipage se rend compte qu'ils sont toujours une 50aine de kilos trop lourds. Et ils n'ont donc plus d'autre choix que de laisser l'un d'eux sur place. Honnêtement, les effets spéciaux n'ont pas à rougir, même aujourd'hui, le plus bel effet étant certainement les matte paintings utilisés pour représenter la surface de la Lune. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont été étonnamment précis, sachant qu'en 1950, aucune photo depuis la surface n'avait encore été prise, et que ce que vous voyez là n'est en gros que de la déduction. Destination Moon donc, un film que l'on ne nomme pas assez souvent quand on cite les films essentiels qui ont façonné le cinéma d'aujourd'hui. Pourtant, j'invite absolument tout le monde à le regarder, étant donné qu'en plus de juste être un très bon film, c'est l'un des premiers à aborder la science-fiction de manière réaliste et avec tous les enjeux qui l'accompagnent. Il aura permis à des milliers de personnes de comprendre plus facilement le voyage spatial et aura donné naissance à un style de SF qui prédomine aujourd'hui avec des films plus techniques et réalistes. Et surtout, il aura insufflé une nouvelle ère d'intérêt envers l'espace, à une époque où tous les regards étaient tournés vers la menace du nucléaire, qui en plus est utilisé ici comme un outil d'innovation et d'exploit technologique, et non de destruction massive. Ainsi, comme l'indique la fin du film, ceci est la fin du commencement. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.